Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui vous fait vivre les temps forts de la semaine au Parlement. Oui, et cette semaine, encore une fois, nous vous proposons un débat entre un député, une députée et un sénateur. Nous accueillons Aurélie Trouvé, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Face à vous, Olivier Cadic. Bonjour, sénateur centriste des Français établis hors de France et vous êtes vice-président de la Commission des affaires étrangères et de la défense. Et vous reviendrez sur la semaine mouvementée de François Bayrou qui a fait adopter le budget 2025 au Parlement sans vote en passant par le 49.3 et il a échappé une nouvelle fois à la censure de son gouvernement puisque les députés socialistes et du Rassemblement national n'ont pas voté les motions de censure déposées par la France Insoumise. Et puis on parlera d'agriculture, puisque le Sénat examine en ce moment le projet de loi d'orientation agricole. Ce texte du gouvernement est censé répondre au malaise des agriculteurs et protéger la souveraineté alimentaire française. Mais d'abord, le fait de la semaine, la censure évitée pour François Bayrou, Elsa Mondingava. Le jour de sa nomination à Matignon, François Bayrou parlait d'un Himalaya de difficultés. Le Premier ministre a franchi cette semaine un premier sommet avec l'adoption du budget. Lundi, il déclenche un 49.3. Nous voici à l'heure de vérité. Nous voici même à la semaine de vérité et de responsabilité. Aucun pays ne peut vivre sans budget. Et la France moins que tout autre. Mercredi, il fait face à une motion de censure portée par les Insoumis. Pas de suspense, les socialistes ont décidé de ne pas la voter. Indignation de la France Insoumise, fracture au sein du nouveau Front populaire. J'entends une petite voix sur ma gauche qui me rappelle aux puretés de la vertu, comme disait Saint-Just. Le bruit et la fureur fragilisent les combats, nos combats, ceux de la gauche. Jeudi, ultime vote au Sénat. Pour 219 contre 107, le projet de loi est donc définitivement adopté. Ça sort notre pays de cette trop longue période d'incertitude qui a été mortifère pour l'économie, pour les Français, pour les agriculteurs, pour les chefs d'entreprise. Donc sortir de l'incertitude, en soi, je crois que c'est une bonne nouvelle. Après le budget de l'État, celui de la sécurité sociale devrait être adopté, sauf coup de théâtre, d'ici une dizaine de jours. Aurélie Trouvé, les socialistes n'ont pas voté vos motions de censure, ils n'ont pas voulu faire tomber le gouvernement. Est-ce que cette non-censure, pour vous, acte la fin du nouveau Front populaire ? Il y a clairement une rupture de la part de presque tous les députés socialistes, parce que 6 quand même l'ont voté, vis-à-vis du programme du nouveau Front populaire, puisque l'essence même du nouveau Front populaire, c'est de rompre avec le macronisme, de proposer autre chose que la politique d'Emmanuel Macron. Je voudrais surtout dire que tous ceux qui n'ont pas voté la motion de censure sont donc responsables d'un budget qui, à mon avis, est un budget de souffrance et justement un budget qui risque de précipiter encore davantage la crise économique. Je m'explique. C'est d'abord la plus forte austérité budgétaire connue depuis 25 ans en France, la plus forte baisse de dépenses publiques. Très concrètement, ça va reposer essentiellement sur ceux qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois. Par exemple, une hausse des taxes sur l'électricité qui va amener à une forte hausse des prix de l'électricité pour 11 millions de ménages et des centaines de milliers d'entreprises. Aurélie Trouvé, avant d'aller sur le fond de ce budget, quand même une réaction sur cette affiche qui a créé la polémique. La France Insoumise a posté un visuel sur les réseaux sociaux qui associe le Parti socialiste et le Rassemblement national avec ce titre, les nouvelles alliances. Que pensez-vous de ce visuel ? Ce visuel n'est pas celui de la France Insoumise. Il a été retiré dans la seconde. C'est une erreur, en réalité. Il a été retiré dans la seconde. Donc, je le répète. Et vous voyez, on l'a dit tout de suite. Donc maintenant, arrivons au fait et au fond. Je le redis, nous avons aujourd'hui un budget qui est catastrophique. Et notamment pour l'économie, et c'est ce que j'ai d'ailleurs souligné, parce que j'ai porté la motion de censure. Les socialistes demandent des excuses, est-ce qu'il faut leur faire des excuses ? Est-ce que je peux arriver au fond, s'il vous plaît ? Parce qu'il y a des millions de gens qui vont souffrir de ce budget. Donc je l'ai dit, ce n'est pas notre visuel, et nous l'avons dit depuis le début, et il a peut-être été quelques secondes sur le site. Donc si je peux me permettre, nous en arrivons au principal, qui est ce budget, avec, par exemple, une coupe
d'1,5 milliard dans l'enseignement supérieur et la recherche. Moi qui étais universitaire jusqu'à il y a 3 ans, je peux vous dire que c'est catastrophique. Ça veut dire un réel décrochage scientifique et technologique de la France à l'heure où il faudrait au contraire, comme aux États-Unis ou en Chine, porter au plus haut cette recherche et cet enseignement supérieur. Alors on va faire réagir Olivier Cadic pour éviter la censure. Finalement, François Bayrou a réussi là où Michel Barnier avait échoué. Est-ce que vous souhaitez que les socialistes qui n'ont pas voté la censure rejoignent le bloc central? Enfin, ce qu'ils veulent faire, c'est leur question, c'est leur problème. On peut soutenir sans participer à un gouvernement parce qu'on n'est pas à l'aise par rapport à certaines décisions, aux orientations. Ça existe dans d'autres pays, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on avait besoin d'un budget. On n'avait pas de quoi finir pour les ministères l'année, puisqu'il y avait une évolution des coûts et il y avait déjà certains services qui étaient venus nous voir pour dire il faut absolument qu'on ait un budget. Ce budget ne satisfait personne. Mais il y a une loi spéciale qui... Non, mais c'est pas avec ça qu'ils font l'année. Tous nous l'ont dit, on ne va pas au bout de l'année avec ça. Donc il leur fallait un budget. Ce budget ne satisfait personne aujourd'hui. Parce que pour qu'il y ait que ce budget passe, il a fallu en passer un peu par des oukases des socialistes qui ont mis ça en avant pour pouvoir ne pas voter la censure. Et donc des oukases. Des concessions, mais vous dites oukases. Moi, c'est comme ça que oui, mais c'est comme ça que je le comprends. Mais après tout, finalement, d'autres jouent aussi parfois ce jeu. Donc, moi, c'est pas un reproche, c'est une constatation, et c'est ce qui fait que ça satisfait vraiment personne. Mais il faut faire des compromis dans cette assemblée sans majorité. Mais c'est ce que nous faisons. Donc, vous parlez d'oukase des socialistes. Par exemple, le président du groupe centriste de votre groupe, Hervé Marseille, dit il faut faire un contrat avec les socialistes pour éviter la censure plus durablement pour le gouvernement de François Bayrou. Quand vous parlez d'oukase, on a l'impression que ça peut être compliqué quand même de dialoguer avec les socialistes. Mais non, ils ont des points forts de position qui leur appartiennent. Donc il faut l'accepter. La démocratie, c'est ça. On ne pense pas tous pareil. Quand on vote ce budget aujourd'hui, c'est pas un budget qui me satisfait personnellement. Donc maintenant, on est avec un environnement, il faut être responsable. Donc il faut accepter que ce ne soit pas exactement comme nous, on le pense et on le souhaite. Ceci étant, il y a des surtaxes qui sont imposées, par exemple, on l'a vu sur les entreprises, qui vont avoir des effets au niveau économique. Et donc ça, quand j'entends ça va faire souffrir effectivement potentiellement tout le monde, toute l'économie, parce qu'on va perdre en compétitivité. La France avait besoin d'un budget pour redresser ses comptes et aussi parce que des collectivités, les associations, les entreprises réclament des crédits qu'ils ne peuvent pas avoir pour l'instant. Est-ce que vous entendez cet argument? Alors vous l'avez dit vous-même, en fait, nous avions voté en décembre une loi spéciale qui permettait tout à fait de continuer les dépenses engagées. En réalité, il y a eu un sabotage par le gouvernement. Mais pas de générer de nouvelles dépenses. Il y a eu un sabotage par le gouvernement de la loi spéciale, d'accord? Par exemple, ils ont bloqué sciemment les passes culture ou les services civiques pour les jeunes, alors qu'il était tout à fait possible de faire ces dépenses par des circulaires du mois de décembre qui ont tout de suite dit on ne pourra pas dépenser plus de 25% des dépenses. Ça, c'est le gouvernement qui a pris cette décision. Pourquoi? Eh bien, pour tendre la situation, pour faire un chantage quelque part et imposer ce budget en faisant croire que sinon ça allait être le chaos. Nous aurions très bien pu reprendre les débats dans l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je remarque qu'il y a 3 mois, nous y avons eu des débats et nous avions voté à la majorité de l'Assemblée nationale tout un tas de mesures qui permettaient de récupérer jusqu'à 75 milliards de recettes, notamment sur les super profits des multinationales ou sur les très gros patrimoines des ultra-riches. Donc il était possible de faire un tout autre budget, beaucoup plus juste, qui mette à contribution ceux qui ont le plus profité des 8 ans de présidence Macron, à savoir les ultra-riches. Et justement, sur la fiscalité des plus aisés, eh bien, ce budget, il demande un effort exceptionnel aux plus riches et puis également aux grandes entreprises qui ont fait des profits. Et d'ailleurs, il y a une sorte de fronde de certains grands patrons, Olivier Cadic, le premier d'entre eux, c'est Bernard Arnault, le milliardaire et patron d'LVMH, qui estime que cet effort exceptionnel demandé aux grandes entreprises, ça va pousser à la délocalisation. Est-ce que c'est un manque de patriotisme économique ?
C'est toujours ce qu'on reproche aux gens qui sont confrontés à la compétition internationale, qui doivent être concurrents à l'international. Ces entreprises ont des actionnaires. Ces actionnaires, pour pouvoir investir dans l'entreprise, demandent une rétribution. Je vous rappelle que c'est la même chose pour la France. La France n'est pas capable de faire son budget elle seule. Elle doit aller chercher l'argent à l'étranger. Et donc, elle emprunte de plus en plus cher. Puisque si on ne fait pas le budget, si on ne rassure pas les investisseurs pour qu'ils achètent la dette française, ça va nous coûter de plus en plus cher. Donc c'est la même chose pour M. Arnault comme pour le ministre du Budget. Il a les mêmes problématiques à l'international et il doit défendre le budget. Aujourd'hui, on a un vrai sujet, c'est qu'on a augmenté de 7,8 milliards d'euros pour ces grandes entreprises, c'est comme ça qu'on présente les choses. C'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. LVMH, ça va lui coûter à peu près 800-900 millions d'euros, donc c'est une paille, puisque pour ceux que ça ne regarde pas, c'est toujours l'autre, il peut toujours payer l'autre. Donc effectivement, lui défend ses intérêts et les intérêts de son entreprise, il en parle. Il ne faut pas oublier que le luxe, c'est 50 milliards d'euros en exportation pour la France, toute l'agriculture réunie, c'est 18 milliards. Vous voyez, pour le rapport. Aurélie Trouvé, est-ce que c'est le moment de taxer les grandes entreprises alors que les plans sociaux se multiplient, que l'activité se ralentit? Alors d'abord, vous voyez bien que Bernard Arnault ne représente absolument pas les patrons français, puisque 95% des patrons français sont en fait des patrons de très petites et petites entreprises. Bernard Arnault, je le rappelle, c'est la 5e fortune du monde, 233 milliards d'euros. En l'occurrence, on a un problème en France, c'est que les très petites entreprises sont plus fortement taxées que les très 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 grandes entreprises. Or, ce budget, justement, ne va pas davantage mettre à contribution ces multinationales, et notamment les dividendes des actionnaires, alors même que les très petites entreprises vont être davantage taxées, chargées, ne serait-ce que par l'augmentation des prix de l'électricité. Donc pour résumer, les petits aujourd'hui payent plus d'impôts que les gros, mais vont être davantage mis à contribution, alors que les très gros payent moins d'impôts et ne vont pas être mis davantage à contribution. C'est donc très injuste, mais surtout c'est très mauvais pour notre économie réelle, parce que l'économie réelle du pays, ce sont ces très petites entreprises. Ce ne sont pas ces multinationales qui, de plus en plus, versent leurs bénéfices vers les dividendes. Alors, le gouvernement a passé l'étape de ce budget 2025, mais qu'est-ce qui va se passer après avec cette question? Est-ce que la prochaine priorité du gouvernement, est-ce que ça va être l'immigration? En tout cas, le Premier ministre, François Bayrou, a estimé, je cite, qu'il voulait un débat large sur l'immigration, plus large que la simple question du droit du sol. Il voulait, je cite, un débat sur la question « Qu'est-ce qu'être français ?» Olivier Cadic, est-ce qu'il faut aller sur ce débat, sur cette question? C'est le Premier ministre qui donne l'orientation. S'il a envie d'aller vers ça, pourquoi pas? Moi, je veux bien débattre de tous les sujets. Il vient de le dire. La question pour moi, c'est plutôt comment on exécute le budget, puisqu'on l'a décidé. C'est pas parce qu'on a voté un budget. Ce qui est important, c'est de l'exécuter. Nous, à la dernière minute, on a appris qu'on retirait 50 millions d'euros sur l'action extérieure de l'État. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on va faire et comment on va accomplir nos missions. Alors, votre réaction à cette proposition de François Bayrou, qui souhaite donc un débat plus large que le droit du sol à Mayotte sur le fait de savoir qu'est-ce qu'être français, comment vous en pensez quoi? Eh bien, effectivement, le fait d'avoir laissé ce gouvernement agir en refusant de voter la motion de censure, ce qui est le cas de la plupart des socialistes, eh bien, ça va offrir un boulevard à ce gouvernement pour aller petit à petit vers les idées tout simplement de l'extrême droite, du Rassemblement national, puisque M. Retailleau est clairement l'homme clé, l'homme fort de ce gouvernement. D'ailleurs, je remarque que le Premier ministre a parlé de submersion migratoire, ce qui est clairement une reprise des termes employés historiquement par le Rassemblement national. Et le problème, je finis sur cette question des migrations, c'est qu'en fait, c'est une réponse totalement fausse à la réalité. Je m'explique. Aujourd'hui, les migrations et les migrants sont une richesse pour la France. Justement, le Parti socialiste va déposer une motion pour défendre les valeurs républicaines en réaction justement à ces propos de François Bayrou qui évoque la submersion migratoire à Mayotte. Vous la votez sans état d'âme, cette motion sur les valeurs républicaines? On la votera certainement, mais le problème c'est que cette motion de censure ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que, et d'ailleurs elle va être rédigée comme telle, on sait très bien qu'elle ne sera pas majoritaire, qu'elle ne pourra pas renverser ce gouvernement. Celle qui permet, la motion de censure qui permet de renverser le gouvernement, c'est celle qui aura encore lieu
lundi. Ça sera la 4e motion de censure. C'est celle qui pourra être décisive. Donc, charge notamment à l'ensemble des socialistes de la voter. Je finis en disant, je vous ai parlé de 4 motions. On en est... Sur le budget de la sécurité sociale. Oui, en tout, maintenant, on en est à 27 49.3 sous la présidence Macron. Vous les comptez, je dis que c'est un naufrage de la démocratie parlementaire. Olivier Cadic, ce choix de François Bayrou, au fond, d'aller sur un débat sur l'identité nationale, sur l'immigration, est-ce que ça correspond à un mouvement international de durcissement du discours sur l'immigration qu'on voit en Europe, qu'on voit aux États-Unis et qui favorise les partis d'extrême droite? Je pense que souvent, le politique, quand il n'a pas de solution, il cherche un bouc émissaire. Alors pour l'un, ça va être les riches, il suffit de leur prendre ce qu'ils ont et on va régler nos problèmes. Pour l'autre, c'est l'étranger, c'est l'immigration. C'est à cause de ça qu'on a plein de problèmes. Je vis au Royaume-Uni, on a vécu le Brexit. Eh bien, depuis le Brexit, soi-disant pour justement bloquer l'immigration, ça a pratiquement multiplié par 2 le solde migratoire. Donc on voit bien que ce n'est pas comme ça qu'on va traiter le problème. Donc on peut se poser la question à un moment de se dire c'est quoi être français ? C'est effectivement, moi je milite pour que tous les Français parlent français. Il y a beaucoup de Français qui naissent à l'étranger, qui ne parlent pas français, mais on ne fait rien pour qu'ils apprennent à parler français. Donc c'est un sujet... D'ailleurs, le budget de l'intégration et des cours de français baisse dans le budget 2025. Vous êtes d'accord? On peut se poser la question de ce débat. Je rejoins tout à fait mon collègue. Je pense que ces attaques... par exemple, contre les migrants, hein, on dirait une chasse aux migrants, presque. En fait, ces attaques vont créer de l'insécurité et du chaos. Pour créer de la sécurité dans le pays, il faut accueillir dignement les migrants, il faut leur permettre de travailler. Et d'ailleurs, ils travaillent déjà. Et moi, ce qui me choque, c'est que des gens qui travaillent depuis 20 ou 30 ans, qui viennent dans ma circonscription me dire « Mais moi, je suis ouvrier du bâtiment, je paye mes impôts, je consomme ». D'accord ? Eh bien, moi, je viens de perdre encore mon titre de séjour et je n'arrive pas à être régularisée. Je suis maintenant sans papier après avoir travaillé depuis 20 ans en France. Ceci est inadmissible et crée de l'insécurité. Et en plus, c'est inefficace. C'est très mauvais sur le plan économique parce que, oui, nous avons besoin aussi de sécurité de ces personnes qui sont régularisées pour travailler. Aurélie Trouvé, on va parler désormais d'agriculture puisque le Sénat examine en ce moment le projet de loi d'orientation agricole, un texte du gouvernement qui est censé répondre au malaise des agriculteurs et qui a pour objectif de protéger la souveraineté alimentaire française. Flora Sauvage. Bien, nous reprenons donc la séance qui est reprise. Comment répondre aux attentes d'un monde agricole en crise? C'est l'objectif du projet de loi examiné au Sénat depuis le 4 février. Promis par Emmanuel Macron, le texte vise la formation des agriculteurs, l'installation et la transmission des exploitations. Profondément remaniée, la version du Sénat inscrit la souveraineté alimentaire au rang d'intérêt fondamental de la nation, tout en supprimant l'objectif de 21% de surface agricole utile cultivée en bio. Ce que défend la ministre en évoquant la crise du secteur. On ne peut pas dire aux agriculteurs en bio, peu importe que votre activité soit équilibrée sur le plan économique, vous aurez été vertueux. Il faut évidemment l'adéquation, la recherche d'adéquation entre l'offre et la demande. Mais la version du Sénat entend aussi simplifier plusieurs réglementations pour les agriculteurs, comme le fait de ne pas interdire les pesticides s'il n'existe pas de solution alternative, au détriment de l'environnement, estiment les écologistes. On a une vision complètement décliniste de l'agriculture et on voit bien que ce qui est pointé derrière, ce sont les normes environnementales. Dans l'hémicycle, les esprits s'échauffent, deux visions de l'agriculture diamétralement opposées s'affrontent. Tout ce que l'on fait dans cette LOA va vers une industrialisation et donc la fin, d'ici quelques décennies, de l'agriculture familiale et paysanne. Oui, excusez-moi, Madame la Présidente, mais je ne peux pas laisser passer ça. Dire ce que vous dites en disant que l'agriculture d'aujourd'hui est une agriculture industrielle, vous pensez que vous faites plaisir aux paysans qui ont été obligés de voir augmenter leur rendement pour arriver à avoir le même revenu? Mais vous ne pensez pas qu'à un moment donné, ce principe de toujours être dans des dogmes ne finira pas par emporter l'agriculture française? Parmi ces autres dispositions moins polémiques, le projet de loi prévoit la création d'un bachelor agro. Les sénateurs proposent aussi de créer un volontariat agricole dans le cadre du service civique et la création d'un guichet unique départemental censé favoriser les installations et les transmissions d'exploitation. Le Sénat prévoit d'examiner le texte jusqu'au 18 février, ce qui laisse peu de chances d'aboutir à un compromis avant l'ouverture du Salon de l'agriculture le 22 février. Olivier Cadic, est-ce que l'objectif de la majorité de droite sénatoriale, c'est de faire primer la compétitivité de l'agriculture française sur l'écologie ? Je ne pense pas qu'on puisse le présenter de façon aussi caricaturale. Je crois que chacun cherche à trouver une solution pour un métier qui est en difficulté.
L'Union européenne a perdu un quart de ses exploitations agricoles lors de ces 30 dernières années. Donc on sent bien qu'il y a une contraction. On était à 1 500 000 agriculteurs quand moi j'ai commencé ma vie professionnelle en 82. On est à moins de 500 000 aujourd'hui. On a perdu les 2/3 et on sait par la Cour des comptes qu'on va perdre encore 1/3 des exploitations d'ici 10-15 ans. Donc on peut imaginer pour ceux qui sont dans l'agriculture qu'ils sont en mode survie. Aujourd'hui, je parle pour les petits agriculteurs, mais ils sont aussi confrontés à quoi ? À un client qui pousse son chariot au supermarché et qui veut un produit le plus accessible possible. C'est la faute des normes environnementales, des normes écologiques ? Certaines normes créent du surcoût ou des rigidités qui aggravent la situation des agriculteurs. Et je crois que là, de ce qu'on voit dans l'hémicycle, et on le sent bien, il y a une vraie volonté, je crois, de nos sénateurs qui défendent le monde agricole, de trouver des solutions pour les aider à surmonter ces difficultés actuelles. Aurélie Trouvé, vous connaissez très bien ces questions. Est-ce qu'on peut vous mettre d'accord avec le constat du sénateur sur ce problème? Sur le constat, tout à fait. On perd 10 000 fermes chaque année, encore, hein. Et on est à moins de 400 000 aujourd'hui. Donc, je le dis, l'agriculture familiale est en danger aujourd'hui, joue sa survie. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème, c'est que la loi d'orientation agricole qui est sur la table ne répond absolument pas au problème principal, qui est celui des revenus des agriculteurs. Pourquoi les fermes disparaissent? Parce que les agriculteurs ne gagnent pas assez, pour la plupart. D'accord. Et les revenus agricoles ont encore diminué de 7% l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'ils ont des prix qui sont pressurés au maximum. Donc vous voulez des prix planchers, vous voulez une économie administrée pour... Pourquoi ils sont pressurés au maximum? Parce que vous avez par exemple 80 000 producteurs de lait qui font face à une multinationale Lactalis, qui a un oligopole. Voilà, qui fait une grosse partie de la collecte, parce qu'il y a des grands distributeurs aussi qui poussent vers le bas les prix. Donc il faut les protéger. Et pour les protéger, il faut des prix rémunérateurs garantis, des prix planchers, ce que nous avons voté à la majorité de l'Assemblée nationale il y a 1 an, mais pour l'instant, il y a silence radio du gouvernement. Olivier Cadic, sur ces prix planchers, est-ce qu'il faut aller vers une agriculture encore plus administrée, encadrée par la puissance publique? Je pense qu'on a vu le résultat en essayant de trop le faire, c'est qu'on fait un peu les apprentis sorciers, on n'a pas forcément le résultat que l'on souhaitait. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut peut-être se reposer vraiment la question de quelle agriculture voulons-nous. On voit par exemple avec l'élevage, les problématiques que cela pose. 1 kilo de bœuf, c'est un coût en eau qui n'a pas d'équivalent avec 1 kilo de produits de légumineux. Donc il y a des vraies questions qui se posent pour le long terme, en termes de vision. Et effectivement, il y a un métier qui souffre parce qu'il n'a pas la possibilité de forcément travailler comme il le souhaite, parce qu'il y a un environnement qui est là, concurrentiel. Il faut en tenir compte. Encore une fois, le client, c'est celui qui pousse son chariot. Et lui, il veut des prix les plus bas possibles, parce que lui aussi, il a des arbitrages à faire sur son budget. Une autre question, Aurélie Trouvé. La droite sénatoriale a ajouté à cette loi agricole un principe: pas d'interdiction de pesticides sans solution si on ne trouve pas une alternative viable. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une mesure de bon sens pour vous? J'y réponds tout de suite. D'abord, je voudrais dire que jouer aux apprentis sorciers, c'est quand justement on dérégule, on libéralise tout et finalement on confronte les agriculteurs à la concurrence internationale déloyale. Il faut savoir que jusque dans les années 90, on a régulé les prix en France et en Europe. Il faut savoir que toutes les grandes puissances économiques du monde re-régulent leur marché. Et nous, on reste enfermés dans notre logique néolibérale et c'est terrible. Ensuite, sur la question de la transition agroécologique. D'abord, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Pour ça, il faut en donner les moyens aux agriculteurs. Et vous savez, les agriculteurs veulent faire la transition agroécologique. Simplement, ils disent, pour ça, il faut nous protéger contre la concurrence déloyale, donc pas d'importation de produits qui ne respectent pas les normes. Ça veut dire qu'on arrête de signer à tour de bras des accords de libre-échange. Je rappelle qu'on devrait avoir la signature de l'accord avec le Mercosur qui va être une catastrophe. Et jamais le président Macron n'a quitté les négociations en 8 ans et c'est une catastrophe, on va en avoir les résultats.
D'accord? Et ensuite, il faut donner les moyens. Pour tout le monde en il Europe, faut donner les moyens avec un budget. Et le problème, il est que pour le budget 2025, on a diminué les aides agricoles de 600 millions d'euros, celles précisément qui permettaient aux agriculteurs de faire la transition. Olivier Cadic, une réaction. Est-ce que c'est le libre-échange avec certains accords qui mettent en colère les agriculteurs, notamment l'accord de libre-échange contre le Mercosur? Mais des agriculteurs, parce que pas tous les agriculteurs. Est-ce que c'est trop grande ouverture aux marchés internationaux qui fragilise notre agriculture française? Mais non, mais encore une fois, on mélange tout et puis on part d'un tout petit principe. Enfin, l'agriculture, c'est 3% de nos exportations en France. D'accord? Un accord de libre-échange, c'est pour tout, c'est pour l'ensemble. Donc on est en train de parler de 3%, on bloque sur 3%. Et dans ces 3%, même tout le monde n'est pas perdant. Il y a par exemple les viticulteurs. Le jour où on a signé l'accord de libre-échange avec le Japon, les vins français sont passés, le trimestre qui a suivi, sont passés en tête des ventes devant les vins chiliens. Il y a des produits indésirables qui risquent de rentrer, des produits qui ne respectent pas les normes, qui sont pourtant imposés aux agriculteurs. Mais c'est de ça dont on doit parler. Il faut que la compétition soit loyale. Mais il faut voir aussi les choses de l'autre côté. Mais il faut voir les choses de l'autre côté. Les autres pays voient ça comme des mesures protectionnistes. J'étais en Inde avec Sophie Prima au mois de novembre. Qu'est-ce que nous a dit le ministre du Commerce indien? La première chose qu'il lui a dit, c'est insupportable vos normes européennes. Vous bloquez, en fait, c'est pour nous empêcher de vendre nos produits. Donc, il faut écouter aussi ce qui se dit de l'autre côté. Le libre-échange, c'est permettre à tout le monde de pouvoir se développer. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne suite de programme. Ciao, ciao.